Petra est l'une des villes les plus connues du Moyen-Orient. On a tous cette image dans Indiana Jones d'une ville perdue au milieu du désert. Une espèce d'Atlantide du désert. Revenons aujourd'hui sur l'histoire de la ville rose d'Orient. Le sujet du jour est vieux et plutôt mal sourcé. Certaines des informations présentées sont critiquées et remises en question par des historiens. Il y a ainsi eu un choix éditorial pour faire cette vidéo. Merci de votre compréhension, bonne vidéo. D'abord, plaçons le contexte. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans la péninsule arabique. La péninsule, qui est principalement hostile à l'homme, relie 3 points. Le bassin méditerranéen, avec notamment la ville de Gaza, la Mésopotamie, avec Basra au Koweït, et enfin l'Arabie heureuse, avec Aden au Yémen. Ces régions ont évidemment des intérêts à commercer entre elles. Ce commerce est assuré par les maîtres du désert, le peuple des Nabatéens. Ces derniers parcourent le désert et s'enrichissent grâce à ce dernier. Une route commerciale est établie par leurs soins entre Gaza en Méditerranée et Aqaba en mer Rouge. Cette route est cependant très dangereuse. En effet, cette route n'a pas de ville-étape comme pour les autres routes. En effet, pour relier Aden à Gaza, plusieurs étapes étaient faites, les plus connues étant celles de la Mecque et de Médine. Beaucoup de marchands ne faisaient pas l'intégralité de la route, mais simplement le commerce entre deux étapes. Cela leur permettait de bien connaître la route à emprunter, et ainsi d'avoir plus de chances de survivre. Dans un environnement aussi hostile et changeant, cela est très bien pensé. Dans le commerce maritime actuel, nous pouvons faire le parallèle avec les pilotes. Ces personnes ont une très bonne connaissance d'un cours d'eau ou d'un port. Ils mènent ainsi nos paquebots jusqu'au bon terminal. Les Nabatéens ont donc voulu reproduire leur système en trouvant une ville-étape, mais aucun endroit ne s'y prêtait. La légende veut qu'un marchand s'est perdu dans le désert, et qu'à bout de souffle, a trouvé une faille avec quelques ruines. En manque d'eau, il aurait trouvé de l'eau sur place pour lui et ses chameaux. Il aurait alors fait une halte. Quelques jours après, il put atteindre sa destination. Là-bas, il fit part de sa découverte aux autres marchands, leur montrant sa découverte. Ils auraient pris l'habitude de faire étape à cet endroit. Cette histoire est évidemment romancée, mais la découverte d'un tel endroit est soit due au hasard, comme le veut cette légende, soit due à un marchand voulant relier Gaza à Médine. Concernant l'eau, on sait que la roche de la zone absorbe peu l'eau, et que Petra est dans une cuvette, ce qui rend la légende possible. Quoi qu'il en soit, les Nabatéens ont la main sur une faille propice à la vie qui se trouve à un carrefour de leur route commerciale. Une nouvelle route part d'ailleurs de cette faille pour Damas. Cette faille devint rapidement un nœud commercial d'importance pour la région. Les Nabatéens établissent un camp sur place. Le temps passa, et les royaumes et empires qui commerçaient avec les Nabatéens changèrent. Si la plupart étaient amicaux avec eux, certains eurent des comportements très durs. Ils furent ostracisés, des quartiers nabatéens furent créés. Les hommes étaient souvent absents, partis faire du commerce. Les femmes et les enfants étaient régulièrement agressés et volés. C'est pourquoi les Nabatéens mirent leur famille en sécurité dans le désert, et plus particulièrement à Petra. Au fil du temps, la cité grandit en importance et devint la capitale des Nabatéens. Ils s'organisèrent en royaume. Cette cité était florissante, les Nabatéens eurent à cœur de développer leur capitale. Ainsi, ils construisirent des temples, des palais, des habitations splendides, le tout dans le désert. Dans une région dépourvue de toute ressource naturelle mis à part de l'eau, la construction des infrastructures est à l'époque réalisée avec l'utilisation massive de bois. On se rend compte de la prouesse que cela représente, surtout sous ces températures. Pour faciliter la création de ces monuments, une partie d'entre eux ont été créés directement dans la paroi de la faille. Les constructeurs sont partis du haut et ont taillé la paroi jusqu'à atteindre le sol, ce qui a notamment donné le Karnez, le monument le plus connu de Petra. L'avantage ici, c'est qu'effectuer ce travail nécessite uniquement des pioches et des échelles. L'autre avantage est de travailler dans un endroit plutôt frais. Les Nabatéens, qui sont surtout un peuple de commerçants, seront souvent soumis aux empires environnants. Cependant, comme ils sont relativement inaccessibles, ils gardent une grande autonomie et payent peu de taxes, la plupart de celles-ci étant payées en épices provenant de l'Arabie heureuse. En 80 avant Jésus-Christ, le royaume est libre et possède notamment Petra et Damas. Cela leur permet d'avoir le quasi-monopole sur tout ce qui vient de l'Arabie heureuse, et ce qui arrive en Arabie heureuse. Par exemple, la soie vient d'Inde, et est vendue en Arabie heureuse par des marchands. Cette dernière est achetée par les Nabatéens et est vendue à prix d'or sur le marché méditerranéen. À cause de leur capacité de transport due à l'utilisation des chameaux, les Nabatéens se sont spécialisés dans le commerce de luxe. Cependant, un empire un peu particulier arrive proche de Petra, l'Empire romain. Ce dernier cherche à savoir d'où viennent les épices indiennes, ou plutôt, il cherche à prendre le commerce des Nabatéens, afin de ne pas avoir à passer par leur intermédiaire. Mais les Nabatéens firent échouer leur plan. Les Romains se perdirent dans le désert.
Peu de temps après, les Romains prirent la ville et imposèrent leur autorité. Cela permet aux Nabatéens de développer leur système hydraulique, notamment grâce au savoir-faire romain. Malgré que la région soit soumise aux Romains, une guerre aura lieu dans la région entre plusieurs royaumes vassaux des Romains. Après cette guerre, qui fut une défaite pour les Nabatéens, la cité de Pétra dut se convertir au judaïsme. Pétra affaiblie succombera complètement aux Romains et ouvrira son commerce. Les Romains ouvrirent alors une route commerciale maritime, qui entre en concurrence directe avec la route commerciale nabatéenne. Si cela affaiblit Pétra, la ville continue de prospérer, notamment grâce à des politiques généreuses des empereurs romains. En 330, l'empereur romain d'Orient se convertit au christianisme. Il n'aura de cesse de convertir son empire au christianisme. Il construisit de nombreuses églises et démocratisera les messes dans l'empire. Vous allez me dire quel rapport? Nous parlons ici des routes commerciales. Ce qui nous intéresse ici, c'est la célébration des messes. Pour célébrer la messe, il faut plusieurs consommables. Des hosties et du vin pour toutes les messes, des cierges, il faut savoir que plus il y a de cierges allumés pour la messe, plus la messe a d'importance. Et enfin, dans certaines occasions, de l'encens. Encens qui vient d'Arabie heureuse. Sauf que les Nabatéens ne peuvent fournir tout l'empire, les chameaux ne peuvent pas transporter beaucoup de matière. Même si l'encens a pris beaucoup de valeur, ces derniers ne peuvent pas suivre. A contrario, les marchands romains, qui jouissent d'une fortune colossale, peuvent transporter beaucoup de matière sur leurs bateaux, et ils peuvent multiplier leurs bateaux aisément. Ainsi, la route de l'encens deviendra de plus en plus maritime. Et avec ce changement dans l'économie, ils modifièrent la route commerciale. Au lieu d'aller à Aqaba, de passer à Pétra et de remonter à Gaza, ils allèrent à Suez et allaient directement à Alexandrie. Cette route était plus simple et permettait de supprimer l'intermédiaire nabatéen. Face à cela, le commerce des Nabatéens n'était plus rentable. En 363, c'est le coup de grâce. Un tremblement de terre rase la moitié de la ville. Pétra, qui n'a pas de ressources naturelles, n'avait plus de raison d'exister. Les Nabatéens l'abandonnèrent peu à peu. Lors de la conquête islamique de la péninsule, la ville ne sera pas mentionnée, signe qu'elle n'avait plus aucune importance. Elle aura cependant un sursaut inattendu grâce à des adversaires. Suite aux croisades, les États latins d'Orient ont été établis. Le roi de Jérusalem, Baudouin Ier, qui cherche à fortifier ses positions, choisit Pétra comme place forte. Il construisit ainsi des fortifications dans les ruines. Cela obligera Saladin à venir dans la ville pour y mener une bataille, qu'il remportera. Suite à cela, la cité sera complètement désertée. On estime qu'il restait moins de 500 habitants dans cette dernière. En 1812, un Suisse redécouvre la cité. 6 ans après, une équipe fait des croquis de la cité. 10 ans après, 2 archéologues français font un livre à succès sur Pétra. Des recherches sont faites. Pétra est désignée comme la ville des ennemis de Moïse. À partir de 1837, plusieurs expéditions sont faites, mais aucune fouille, notamment parce que les tribus locales désignent la ville comme une ville de culture païenne. Fin 19e, l'Empire ottoman s'effrite. Les expéditions, financées par de grandes structures, commencent à faire de sommaires fouilles. Après la Première Guerre mondiale, Pétra passe sous mandat britannique. Les expéditions se multiplient, et Pétra est vue sous un angle plus grand, pas simplement d'un point de vue biblique. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques se retirent. Le royaume de Jordanie lance un programme de recherche à Pétra. Ce programme est toujours en cours. Il réunit de grands chercheurs internationaux. La dernière grande découverte a été faite par des Français sur le système d'irrigation de la ville. Aujourd'hui, Pétra est le site touristique le plus visité de Jordanie. Le pays pousse le tourisme sur ce site. Vous avez d'ailleurs peut-être aperçu des vlogs de youtubeurs célèbres en lien avec cette volonté. En 2019, année de référence avant Covid, Pétra enregistrait 1 135 000 visiteurs, ce qui est comparable au site de Chenonceau avec 1 130 000 visiteurs. C'est sur ce château-pont que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Si elle vous a plu, partagez, likez, commentez. Bye!